En face de nous, c'est la Castellane. Nos hommes veulent bien nous emmener dans n'importe quelle cité, mais ils refusent de s'approcher de celle-là. Ils disent que c'est trop dangereux, qu'il ne faut pas y mettre les pieds. Ils ne veulent pas aller plus loin. J'avoue que je suis d'accord avec eux. Disclaimer, je n'idolâtre aucunement le trafic de drogue, et je n'invite personne à choisir ce train de vie-là. Mon objectif est de raconter les histoires de ces quartiers et de pouvoir mettre des mots et images sur ces drames qu'on entend au quotidien dans les médias. Bien évidemment, il faut prendre tout ce que je raconte avec des pincettes car ce ne sont que des rumeurs. Il est très difficile voire impossible de connaître la vérité absolue. J'essaye d'être au plus proche de la réalité des faits mais Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé. Merci de comprendre cela. Et enfin merci pour votre soutien, vos likes et vos commentaires. Cela me donne énormément de force. Sans le rap, tu penses que t'en serais où? Je pense que je serais mort, frère. Ça m'a mis des frissons de te dire ça. Mais je pense que je serais mort, vraiment, réellement. Il prend l'œil qu'il retrouve dans le caniveau et il le met à le brandir, comme si c'était un trophée. J'ai réussi, je t'ai dit que je l'avais t'arracher les yeux. Je l'ai fait. Voilà comment les gens règlent leurs comptes. Et ça te manque pas l'école? L'école? Ouais. Franchement, ouais, ça me manque l'école. Les collègues et tout. Mais après... Que sa mère, là. Dans l'évolution du crime à Marseille, les bandes de cité n'hésitent plus à régler leurs comptes à l'arme de guerre pour le contrôle du trafic. Voici leurs histoires. Légende de rue épisode 5, Tourca versus Jougarel, la guerre de la Castellane. Bonjour à tous, dans cet épisode nous n'allons pas parler d'une personne ou d'un clan en particulier mais plutôt de deux bâtiments, la Jougarel, et le bâtiment K de la cité de la Castellane, la tour la plus célèbre de Marseille, qui n'est malheureusement plus de ce monde aujourd'hui. Cette tour de 15 étages a hébergé pendant de nombreuses années le réseau de drogue le plus lucratif de France et était même connu au-delà des frontières françaises. Ce seul bâtiment a vu défiler des centaines de milliers voire des millions de clients, des milliers et milliers de kilos de drogue, ainsi que des centaines de descentes de police et de fusillades à répétition durant toute son existence. Cette histoire va retracer l'histoire de la Castellane et la guerre entre la Tourca et la Jougarel, qui a marqué le quartier pendant un certain nombre d'années. Avant de commencer l'histoire, j'aimerais dire que la Castellane est une cité légendaire, c'est la cité la plus connue de Marseille, et bien sûr, il y a beaucoup de problèmes de drogue, mais il y a une majorité de gens très bien qui vivent dans cette cité, énormément de talents, de rappeurs, de footballeurs, d'artistes, et de gens qui ont réussi leur vie viennent de la Castellane. Les habitants de ce quartier sont des gens qui sont très accueillants et ont le cœur sur la main. Tout commence en 1969, c'est la construction de la cité de la Castellane. La cité est construite en même temps que la cité du Plan-d'Aou et celle de la Bricarde. Elle est située dans le 16e arrondissement de Marseille, à l'extrême nord de la ville. La cité de la Castellane regroupait à elle seule 1249 logements à cette époque, ce qui faisait d'elle la troisième cité la plus grande de Marseille après Frévalon, 1493 logements à l'époque, et la Savine, 1391 logements à l'époque. La Tourca était le dernier bâtiment à être construit dans la cité, il a été construit en 1971. Du haut de ses 45 mètres, elle s'imposait comme un totem de béton au cœur de la Castellane. De son 15e et dernier étage, elle offrait une vue imprenable sur la mer Méditerranée. Le célèbre ancien joueur et entraîneur français Zinedine Zidane est arrivé à la Castellane dès la fin de la construction de la cité en 1972. Il a notamment vécu dans le bâtiment G, qui sera détruit en 2019. Nous sommes à
Castellane. Plus de 6600 personnes vivent ici. Un air de favelas, ces quartiers miséreux du Brésil. Dans ces tours HLM, il y a en fait autant de nationalités que de pays qualifiés pour le mondial. Et c'est là, sur cette dalle, que Zizou a fait ses premiers pas, ses premiers dribbles. La cité de la Castellane devient rapidement l'une des cités les plus peuplées de Marseille avec environ 6000 habitants, et c'est également une cité très cosmopolite. On trouve absolument toutes les origines dans le quartier. Ensuite, peu d'années après sa construction, à cause du nombre important d'habitants sous le seuil de pauvreté et l'architecture particulièrement fermée de la cité qui fait penser à une forteresse, la criminalité augmente de manière drastique à la Castellane. Vol de voitures, cambriolage et raquettes sont monnaie courante dans le coin à cause des jeunes de la Castellane, qui souffrent du manque d'emploi dans le secteur. Dans la cité, un habitant sur deux a moins de 25 ans, et seulement 21% des jeunes ont un emploi. Le tournant pour la cité de la Castellane arrive au début des années 80, c'est à cette période que les quartiers nord de Marseille vont peu à peu se transformer en des empires de la drogue avec l'abondance du hashish en provenance du Maroc notamment grâce à des caïds comme Farid Berama. Durant cette période, la cité de la Castellane s'impose comme l'un des plus gros réseaux de drogue marseillais. Durant les années 1990, beaucoup d'héroïne circule dans la cité et de nombreux toxicomanes commencent à traîner dans les parages. Des enquêtes ont démontré qu'il y avait environ 80 habitants toxicomanes dans la cité. La vente d'herbe et de shit commence également à se développer à très grande échelle. Durant les années 90, jusqu'au début des années 2000, le réseau de drogue de la Castellane est assez bien structuré, il existe seulement un seul réseau contrôlé par un ou plusieurs patrons, tout le monde est en assez bonne entente. Tout va changer en 2006 avec la mort de Farid Berama et des autres grosses têtes des réseaux marseillais. À partir de là, le réseau de la cité de la Castellane va commencer à s'éclater en plusieurs réseaux distincts. Le réseau le plus puissant sera alors celui de la Tourca, la forteresse du quartier, suivi du réseau de la Jougarelle, et également d'autres réseaux. À cette époque on pouvait compter à peu près 5 réseaux rien que dans la cité de la Castellane. Les 5 réseaux sont respectivement, la Tourca, la Jougarelle, le Porche, les Ombrelles, et un autre situé sur la rue de l'Espinade. La Tourca était le plus gros point de deal du quartier, de Marseille, de France, et était même un des plus gros points de deal mondial à une certaine époque. À son heure de gloire, il rapportait jusqu'à 80 000 € par jour. Certains vont croire que c'est un mensonge mais il n'en est rien. On sait que dans les années 2000 le plus gros point de deal du monde était le Vélédis Rampia, les fameuses tours en forme pyramidale situées au nord de Naples. Ces tours étaient contrôlées par la Camorra, la mafia napolitaine, chaque bâtiment rapportait jusqu'à 500 000 € par semaine. Si on compare avec la Tourca, à son meilleur moment, cette dernière rapportait jusqu'à 80 000 € par jour, on multiplie cela par 7 et cela fait 560 000 € par semaine, donc à une certaine époque, la Tourca était le plus gros point de deal mondial, en tout cas d'Europe cela est certain. Et si on rajoute les 4 autres réseaux cela donne bien entendu des chiffres ahurissants. Les gens doivent se rendre compte qu'à cette époque la Castellane était vraiment le réseau ultime. Je me rappelle quand j'étais petit absolument tout le monde dans les quartiers voulait aller guetter à la Castellane parce que c'était le réseau qui payait le mieux les guetteurs. On pouvait se faire 100 voire 150 € par jour rien qu'en faisant le guet. Des gens de tout le sud de la France faisaient la queue pour se procurer de la drogue à la Castellane. De plus, le quartier est proche de l'autoroute du littoral ce qui le rend très accessible et donc forcément cela permet d'attirer une grande quantité de clients. Au nord de Marseille, voici la cité de la Castellane. En 10 ans, c'est devenu l'un des plus grands supermarchés de la drogue en France. Un quartier idéalement situé pour les dealers et leurs clients, à l'entrée de la ville et en bordure d'autoroute. Ça offre des conditions favorables pour importer de la drogue. C'est bien aussi pour les consommateurs qui trouvent là un lieu sûr où ils peuvent garer leur voiture. Et les affaires sont florissantes. 50 000 € de chiffre d'affaires par jour et par point de vente. Le dernier point qui rend la cité incroyablement propice au trafic de drogue est que l'architecture de la cité étant très particulière, il est quasiment impossible pour la police de faire des descentes car il n'y a pas beaucoup d'entrées et il est presque impossible d'y circuler en voiture. Ce sont tous ces éléments qui ont fait que la Castellane soit devenue l'un des plus gros fours du monde.
Bien entendu, ce réseau de drogue aussi rentable a attiré la convoitise de nombreux trafiquants mais également de la police. Au début des années 2010, le réseau de la Tourca était contrôlé par un certain Nordine Achouri, alias Nono. Nono était un jeune originaire de la cité de la Castellane et c'était lui qui gérait le trafic de la Tourca au début des années 2010. Il gérait donc le réseau le plus puissant de France, le jeune avait donc un train de vie digne d'un millionnaire. Il flambait au casino, câlinait son cheval ou bronzait à Marbella pendant que le shit s'écoulait par kilos dans la cité de la Castellane. À 31 ans, Nordine Achouri possédait une Rolex, s'offrait des nuits en hôtel 5 étoiles et pouvait assouvir sa passion pour les voitures de luxe. Il possédait même un cheval d'une valeur de 4 000 € et ne se déplaçait jamais sans son chauffeur au sein d'une de ses voitures de luxe. Lorsqu'il ne gère pas le trafic, Nordine Achouri est en vadrouille. Des séjours au ski ou au soleil, pendant lesquels Nordine, qui se dit dépendant au tabac, au cannabis, à l'alcool et au sexe, reçoit des milliers d'euros par mandat cash, expédié depuis la Castellane, pour flamber. Nordine écume les salles de jeu, comme un acharné, avec un faible pour le blackjack, en France, en Espagne et au Maghreb. Sans avoir forcément la main heureuse, au casino de Monte-Carlo, il perd 27 000 € en 6 mois. Nordine est donc le roi de Marseille à cette époque, mais être le roi, dans une ville comme Marseille, n'est jamais une bonne chose car les ennemis ainsi que la police ne comptent pas vous laisser tranquille. Nordine va tout d'abord échapper à une tentative d'assassinat en début 2013. Quelque temps après, durant 6 mois, la police va installer des caméras partout dans la cité sans que les trafiquants ne s'en aperçoivent. Pendant les 6 mois, la police a pu observer tous les acteurs de ce gigantesque réseau de la Tourca, du guetteur, au chef en passant par le dealer, la nourrice, les gérants, les ravitailleurs, les tireurs, les clients et les grossistes. En tout, la police a arrêté une 60aine de personnes, elle avait des photos et vidéos d'absolument tout le monde, personne n'a été épargné. Lors de la grosse descente, certaines nourrices ont essayé de jeter des sacs remplis d'argent par la fenêtre. En une journée, la police a récolté 1,3 million d'euros en liquide, une saisie record. De prison à laquelle a été condamné Nordine Achouri. Ce caïd de 33 ans a été reconnu coupable de diriger l'un des principaux trafics de cannabis à Marseille qui générait plusieurs dizaines de milliers d'euros par jour au sein de la cité de la Castellane. En tout, 27 personnes ont été condamnées, des peines allant jusqu'à 7 ans de prison ferme ont été prononcées contre les autres membres présumés de ce trafic dit de la Tourca. Après cette descente spectaculaire et l'arrestation de Nordine, le réseau de la Tourca ne va pas s'arrêter de tourner pour autant, et bien que Nono soit en prison, lui et ses associés continuent d'avoir la main mise sur le plus gros point de deal de France. À la cité de la Castellane, pendant que Nordine et les nouveaux chefs brassent des millions avec leur Tourca, un autre réseau commence à monter en grade et prendre de l'ampleur, il s'agit du réseau de la Jougarelle. La Jougarelle est en réalité une rue de la Castellane qui contient un seul immeuble qui est situé en hauteur par rapport au reste de la cité. La Jougarelle, qui est également appelée l'entrée, est un bâtiment qui peut presque être considéré comme une cité à part entière. Contrairement à la Tourca, la Jougarelle est accessible en véhicule et est située au bord de la route. À cette époque, les chefs de la Jougarelle sont un certain Seif Kadri et un certain Salim Tachwaft, deux autres jeunes également originaires de la cité. Salim est un homme réputé d'être un gros bagarreur et il fait peur à beaucoup de monde. Seif et Salim sont des jeunes ambitieux, et voyant que Nono brasse d'incroyables sommes avec la Tourca, ils vont décider alors de tout faire pour s'emparer de son réseau. La Jougarelle et la Tourca étant les deux plus gros réseaux du quartier, celui qui les détiendrait serait alors inarrêtable. À ce moment, la Tourca et la Jougarelle rapportaient chacun environ 50 000 € par jour. Les autres réseaux comme celui du Porche brassent également de sommes importantes mais ne sont pas entrés dans ce conflit, ils restent neutres dans cette histoire. En 2014, un jeune nommé Zakaria, membre du gang de la Jougarelle, disparaît soudainement sans laisser de traces. Cette disparition est très probablement liée à la guerre naissante avec la Tourca. À l'heure d'aujourd'hui, ce pauvre jeune n'a toujours pas été retrouvé, ses proches ainsi que la police pensent qu'il est sûrement décédé. Ensuite, après plusieurs mois de tension, de fusillades et de disparitions, la guerre entre les deux réseaux atteindra son apogée en 2015. Tout commence le 9 février 2015, le premier ministre de l'époque, Manuel Valls, est en visite dans la cité de la Castellane.
La venue du Premier ministre est donc encadrée par une forte présence policière. Dans le même temps, Seif et Salim se préparent à la Jougarelle. Ils sont habillés en treillis militaire avec des gilets pare-balles et sont accompagnés d'un commando de 15 hommes et une femme, cagoulés armés jusqu'aux dents avec des AK-47, des talkie-walkie et des tenues militaires. Le commando va se diriger vers la Tourka et tire une salve de coups de feu en l'air. Le commando est en réalité un groupe d'hommes et femmes originaires des pays de l'Est qui ont été engagés par Seif, le patron de la Jougarelle, afin de récupérer par la force le réseau de la Tourka. Seif, Salim ainsi qu'un autre homme s'étaient rendus à Munich dans un camp de réfugiés kosovars afin de recruter des personnes pour mener leur opération sur la Tourka. Revenons à l'assaut. Pendant que le commando essaye de s'approprier la Tourka, il croise plusieurs voitures de police, qui sont là pour la venue du Premier ministre. Le commando ne va alors pas hésiter à tirer sur les véhicules de police et un échange de coups de feu a lieu en plein cœur de la Castellane. Une véritable scène de guérilla urbaine est en train de se produire dans la cité. Le scénario des faits qui se sont déroulés depuis ce matin. À l'origine, c'est un différend entre deux bandes rivales. Aux alentours de 9h, 10 hommes cagoulés, armés de kalachnikov et d'armes automatiques, tirent en l'air comme pour marquer leur territoire. Selon un témoin, une habitante appelle les forces de l'ordre et là, 3 véhicules, pas un, comme je le disais précédemment, arrivent avec le 2 tons dans la cité de la Castellane pour rassurer la population. Ils s'engouffrent dans cette cité, arrivent dans une impasse et essuient eux-mêmes des tirs de ces mêmes individus cagoulés. Ils sortent de leur véhicule, se mettent... En tout, près d'une 60aine de coups de feu seront tirés. Le quartier est alors confiné, le Premier ministre est mis à l'abri, et le commando prend la fuite et se replie dans un appartement du quartier. Après leur fuite, la police a réussi à découvrir l'appartement où le commando s'était caché ainsi qu'une BMW série 3 ayant servi au commando. Dans cet appartement et dans le véhicule sera retrouvé 7 Kalachnikov, 308 munitions d'AK-47, 357 Magnum, 2 fusils à pompe, 7 kg de cannabis, des gilets pare-balles, et du matériel de communication et de brouillage d'ondes. Un véritable arsenal paramilitaire. À cause de la police, Seif et son gang de la Jougarelle n'arrivent pas à récupérer le réseau de la Tourka. Après cette opération d'une extrême violence digne d'un cartel mexicain, la violence va encore monter d'un cran. 3 jours après, le 12 février 2015, le rappeur Nap se tourne son clip, Préparez-vous, dans plusieurs cités et notamment dans la cité de la Castellane. Dans ce clip on peut apercevoir brièvement le jeune Atem sur son T-Max. Atem est un jeune faisant partie du réseau de la Tourka. Durant le tournage du clip, plusieurs jeunes de la Tourka ainsi que de la Jougarelle sont présents. Une altercation éclate alors entre les jeunes des différents groupes, des coups de feu sont tirés mais personne n'est blessé. Quelques heures après, Atem se trouve en bas de la Tourka, il est à son poste de dealer quand Seif, le jeune chef de la Jougarelle, surgit dans la pénombre et tire à une 20aine de reprises sur Atem. Le jeune arrive à esquiver toutes les balles sauf une. Cette balle traversa sa pommette et arrivera malheureusement dans sa tête. Atem meurt sur le coup. 2 autres balles ont fini dans des logements voisins. Durant ce meurtre, Seif a malencontreusement fait tomber une sorte de cache-nez sur lequel sera retrouvé son ADN. Le meurtre de Atem ne va pas rester impuni, le gang de la Tourka va lui aussi faire parler la poudre. Le 19 avril 2015, le frère d'un des chefs du réseau de la Jougarelle se trouve dans la cité Bourly, une cité proche du parc Caliste de la Solidarité. Aux alentours de 18h30, il monte tranquillement dans sa Mercedes classe B et s'apprête à quitter la cité. Il est au niveau du bloc 34 quand des hommes planqués dans une Renault Kangoo sortent du véhicule et ouvrent le feu avec des pistolets 9 mm. La victime sera atteinte de 3 balles dont une dans la tête. C'est un véritable guet-apens. La voiture des tueurs, la Kangoo, a été retrouvée incendiée dans la soirée à la cité La Savine, dans le même 15e arrondissement de Marseille. Peu de temps après, la police va mener une nouvelle opération de grande envergure mais cette fois-ci sur le réseau de la Jougarelle.
tous les chefs seront alors arrêtés, le commando de Tchétchène sera également arrêté, la police a saisi aussi 11 kg de drogue, 51 000 € en liquide ainsi que 6 armes de poing et 3 fusils automatiques. Seif et Salim seront arrêtés alors qu'il avait fui à Saint-Denis, dans la région parisienne. Seif sera condamné pour avoir recruté et géré le commando ainsi que pour le meurtre d'Atem. Salim sera également condamné. En tout 30 personnes seront inculpées dont le chauffeur de la femme politique marseillaise, Samia Ghali, qui était impliqué dans ce réseau. Après cela, le réseau de la Jougarelle ainsi que celui de la Tourka vont continuer à générer d'énormes revenus. De nouveaux chefs ont pris le relais et finalement le gang de la Tourka va réussir à absorber complètement le réseau de la Jougarelle. Malheureusement pour les trafiquants et heureusement pour les habitants, la ville a décidé, en 2017, à cause des nombreux problèmes liés à la drogue, de démolir la Tourka, la tour emblématique de la Castellane vieillisse alors ces dernières années. En 2020, la démolition commence, les 91 logements de la tour sont réduits à néant petit à petit, pas de démolition spectaculaire. Durant la démolition, les ouvriers se faisaient quotidiennement contrôler par les trafiquants pour vérifier que ceux-en sont pas des policiers. En 2021, il ne reste désormais plus rien de la Tourka, le réseau le plus légendaire de Marseille n'existe plus, et emporte avec lui tous les drames qui s'y sont produits. Aujourd'hui la cité de la Castellane compte toujours beaucoup de points de deal et est toujours un des plus gros réseaux de drogue de France. La ville a décidé de démolir la tour afin de mettre fin aux problèmes de drogue mais également de pouvoir construire une avenue qui va couper en deux le quartier, ce qui devrait donc désenclaver la cité et permettre une meilleure intervention policière. Mais avec la fin de la tour, les réseaux de la Jougarelle a repris du poil de la bête. Mais, c'est surtout celui du Porche et des Ombrelles qui ont pris la plus grosse ampleur. Espérons que leur cohabitation ne se termine pas comme celle entre la Tourka et la Jougarelle. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, quoi qu'il en soit, malgré que la Tourka soit une tour qui était célèbre pour le trafic, il ne faut pas oublier que des personnes ont vécu dans cette tour toute leur vie, et la détruire c'est comme leur enlever une partie d'eux-mêmes. Je pense aux familles qui ont perdu leurs proches dans cette tour, cela ne doit pas être facile pour eux de voir tous les souvenirs s'envoler en même temps que la tour, que toutes les victimes qui ont péri dans ces guerres de la drogue au sein de la cité de la Castellane reposent en paix. Mes poumons, mon ventre forment un triangle de douleur. Je sais pas ce que j'ai, je souffre de toute ma couleur. Toute ma vie, toute mon âme, tout va mal dans ma famille. Je vois plus mon fils, je ne peux retenir mes larmes quand je prie. J'ai de quoi manger ou dormir, je suis pas handicapé. J'ai perdu l'appétit, l'envie bloquée sur mon canapé. Épuisé, j'ai puisé trop